entraîné. Nous allons suivre la conférence de presse que va tenir M. Noël Djani Mwadiambita, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Et après son mot, nous allons accorder au moins 3 questions aux journalistes. Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, de s'être acquitté de l'obligation constitutionnelle en prononçant devant le Parlement réuni en congrès son dernier discours sur l'état de la nation à l'issue de son 2e et dernier mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, j'ai suivi ce discours du chef de l'État avec beaucoup d'intérêt. La gravité de la situation du pays et de certaines déclarations et affirmations faites par le chef de l'État nécessitent une mise au point pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Le président de la République a délibérément rempli son discours des chiffres et statistiques qui ne reflètent pas du tout la réalité sur le terrain. Il est resté silencieux sur d'autres questions majeures concernant le processus électoral. C'est notamment la problématique du consensus sur l'usage de la machine à voter, la sécurisation du processus électoral et le financement des élections. Il faut craindre que sa passion proclamée pour le Congo ne soit interprétée en réalité comme une passion de destruction déguisée de notre pays, car dans la pratique, il fait le contraire de ce qu'il dit publiquement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le chef de l'État ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation politique, économique, sociale, sécuritaire et humanitaire dans laquelle lui et son régime ont plongé le pays et le peuple congolais. Actuellement, notre pays est devenu la risée du monde. Malgré l'abondance des ressources naturelles, la RDC est devenue aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde à cause justement du leadership du président de la République et de sa gouvernance du pays, qui s'illustre par une corruption endémique, des détournements de fonds publics, la prédation systématique de nos richesses naturelles et les violations massives des droits humains. Par conséquent, le peuple congolais est pris en otage dans son propre pays et est devenu aujourd'hui très pauvre, alors qu'il aurait pu être l'un des plus riches du monde. Index Mundi classe la RDC à l'avant-dernière place sur 228 pays en utilisant comme critère le produit intérieur brut par habitant. En d'autres mots, le niveau de vie de la population congolaise est l'un des plus bas du monde. Quelle honte lorsqu'on connaît que ce pays est un scandale géologique détenant des minéraux stratégiques tels que le coltan et le cobalt, dont nous contrôlons près de 70% des réserves mondiales. Quelle honte et quelle déception lorsqu'on sait aussi que notre pays détient 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars, qui servent aujourd'hui à enrichir des individus qui placent impunément leur butin volé dans les comptes offshore au Panama et dans d'autres paradis fiscaux à travers le monde. Le responsable numéro 1 de cette situation médiocre, c'est le président de la République lui-même, qui manque de vision pour le Congo et de compassion pour les Congolais. Le président de la République n'agit même pas lorsque les faits lui sont présentés par ses propres conseillers. À titre d'exemple, M. Luzolo Bambi, conseiller du président en matière de lutte contre la corruption, a déclaré plusieurs fois que la RDC perd chaque année 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et de détournement de fonds publics. Mais, au-delà de cet effet d'annonce, le président de la République et son équipe ont été et sont incapables d'agir. Ils assistent de façon complaisante à la paralysie du pays qui est saigné en blanc par les intouchables du régime qui sont connus de tous. Mesdames et messieurs, chers compatriotes,
Le chef de l'État semble ignorer la gravité de la situation sécuritaire dans laquelle se trouvent la RDC et le peuple congolais. Pendant seulement les 2 dernières années, notre pays a connu avec traumatisme plusieurs fosses communes dans lesquelles ont été enterrés notamment des milliers de nos compatriotes. Fosses communes qui n'ont été découvertes que par des investigateurs de l'ONU, Zaïda Katlan et Michael Schaap, qui ont été eux-mêmes massacrés mystérieusement, je ne sais par qui. L'insécurité a créé un nombre alarmant de déplacés intérieurs et des émigrés forcés à se réfugier dans les pays voisins, tels que l'Angola, que j'ai visité récemment pour m'en rendre compte personnellement de mes propres yeux. Et je les ai vus, les émigrés congolais là-bas, et j'ai vu comment ils souffrent. L'insécurité généralisée et entretenue marque en réalité l'échec du régime en place depuis 1997 et paralyse le pays et empêche son décollage économique. Sur le plan économique, justement, le président de la République paraît satisfait que le taux de croissance économique est de 4% actuellement et était proche de 2 chiffres pendant les années antérieures au cours de ces 2 mandats. Ceci est vrai, mais il faut signaler que cette croissance économique est restée sur papier et n'a pas été inclusive, étant donné qu'elle n'a aucun impact sur le vécu quotidien de la majorité de la population congolaise, dont les conditions sociales ne se sont pas du tout améliorées. Pour l'avenir, nous devons être imaginatifs et créatifs pour éviter ces mesures cosmétiques qui ne résolvent pas nécessairement les véritables défis auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je ne vais pas suivre le président de la République dans la confusion qu'il a voulu délibérément créer en évoquant des statistiques de 1960 à 1997 et puis 2018, en présentant certaines de ces statistiques tantôt en dollars américains, tantôt en francs congolais. Le chef de l'État a voulu clairement créer la confusion en camouflant la réalité triste de la mauvaise performance du régime depuis son accession au pouvoir. Ces statistiques, dont l'accroissement n'est que le fruit ou le résultat de la dépréciation monétaire, ne reflètent pas du tout la réalité sur terrain. À titre illustratif, faisons une réflexion sur l'accroissement des salaires des fonctionnaires, tant vanté par le chef de l'État dans son discours. D'après le président de la République, le salaire le plus bas du fonctionnaire congolais est passé de 65 000 francs congolais en 2010 à 129 000 francs congolais en 2018. Nous sommes tous des gens intelligents. Réfléchissons et analysons ces chiffres ensemble. En janvier 2010, $1 américain équivalait à 800 francs congolais. En juillet 2018, le même dollar américain équivaut à 1650 francs congolais. De 2010 à 2018, il y a eu une dépréciation monétaire de 100% de notre monnaie nationale, ce qui est en soi un échec total de la politique monétaire, économique et sociale du pays. Donc, échec du régime. En termes réels, le salaire est passé de 81,25 $ en 2010 à 78,18 $ en 2018. Il y a eu donc une diminution du pouvoir d'achat de la population congolaise pendant les 2 mandats du président de la République. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, si le président de la République n'est pas conscient de cette diminution du pouvoir d'achat réel de la population congolaise, c'est que le temps du changement au sommet de l'État a vraiment sonné. Il est temps que le président de la République montre sa passion pour le Congo en cédant paisiblement le palais de la nation à un nouveau président de la République qui comprend la réalité des chiffres et qui peut protéger sans démagogie le pouvoir d'achat du peuple congolais. Le président de la République se vante d'avoir réduit le chômage de 15%. Je ne sais par quel miracle, car les entreprises existantes sont en train de fermer les portes et les nouveaux investisseurs ne viennent pas du tout en RDC à cause du climat des affaires qui est nauséabond. Contrairement au dire du chef de l'État, le chômage est galopant
et représente 85% de la population active de notre pays. Le secteur privé est asphyxié par des tracasseries administratives, la corruption endémique, le manque des infrastructures de base, l'insécurité généralisée et l'accroissement du risque pays du fait du non-respect de la Constitution quant à l'organisation des élections et la passation du pouvoir de façon civilisée. La RDC est classée parmi les pires destinations des investissements en Afrique, mais également dans le monde, alors que sous un leadership différent, notre pays devrait être la meilleure destination des investissements et l'Eldorado même de l'économie africaine. Encore une fois, le temps du changement au sommet de l'État a sonné. Il est temps que le président de la République prouve au peuple congolais et au monde entier de sa passion pour le Congo en cédant paisiblement le palais de la nation à un nouveau président de la République qui pourrait mieux faire pour notre pays, mais aussi pour le peuple congolais. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le président de la République a longuement vanté les réalisations macroéconomiques de son régime. Mais il a fermé délibérément les yeux sur la réalité des choses. La monnaie congolaise, le franc congolais, ne représente plus que 5% de la masse monétaire du pays, laissant 95% au dollar américain, contrairement à l'article 170 de la Constitution qui dit que le franc congolais doit être la seule monnaie circulant sur l'ensemble du territoire national. La dollarisation est une violation flagrante de la souveraineté nationale et de la Constitution de notre pays. Elle consacre l'échec des politiques monétaires, économiques et sociales entreprises depuis 1997. C'est regrettable que le chef de l'État, garant de la Constitution, ne fasse aucun effort pour rétablir la souveraineté monétaire de notre pays et se contente de faire un discours rempli de chiffres et statistiques en dollars américains en violant devant le Parlement l'article 170 de la Constitution. Lorsque je serai président de la République, mesdames et messieurs, je m'engage d'une monnaie nationale crédible qui serait la seule utilisable sur l'étendue du territoire national conformément à notre Constitution. Je m'engage donc à mettre fin à la dollarisation de notre économie, à rétablir la fierté et la dignité d'être congolais. Le président de la République semble être satisfait aussi et content qu'un grand pays comme la RDC ait des réserves d'échange de 1 milliard de dollars. C'est ridicule. Je voudrais signaler qu'en divisant ces réserves de 1 milliard de dollars par 97 millions de Congolais que nous sommes, ces réserves ne représentent que 11 dollars par habitant et à peine 2 semaines d'importation, ce qui est de loin en dessous des normes internationales. Je voudrais signaler aussi que si on récupère les 85% des revenus des ressources naturelles qui n'entrent pas dans les caisses de l'État et les 10 milliards et 15 milliards de dollars qui se volatilisent dans la nature sous forme de fraude fiscale et de détournement des fonds publics, la République démocratique du Congo aurait des réserves d'échange pas de 1 milliard de dollars, mais qui dépasseraient 100 milliards de dollars. Nous sommes un grand pays, nous ne devons pas nous contenter des miettes et de la médiocrité. La RDC mérite mieux que ce que le gouvernement et le régime en place nous offrent actuellement. Le niveau dérisoire des réserves d'échange, la nullité de notre monnaie nationale qui a érodé le pouvoir d'achat de la population et paupérisé tout le monde sont des préoccupations sérieuses pour notre pays. Ne pas le reconnaître constitue un manque de vision grave au sommet de l'État pour un pays et un peuple qui méritent beaucoup mieux que ça. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il est étonnant que le chef de l'État n'ait pas une seule fois dans son discours dénoncé la corruption endémique, la prédation des ressources naturelles et les détournements des fonds publics qui sont des indicateurs visibles de la mauvaise gouvernance et sont monnaie courante dans notre pays. Ces fléaux privent le pays des ressources publiques pour financer le développement et payer correctement
les fonctionnaires de l'État, les militaires, les policiers, les agents des services de sécurité, les médecins, les infirmiers, les enseignants, les étudiants sous forme de bourses d'études et j'en passe. Sous ma présidence de la République, nous allons mettre fin à ces pratiques mafieuses pour mobiliser les ressources intérieures que nous utiliserons pour diminuer la dépendance sur l'extérieur et accélérer le développement du pays, tout en améliorant les conditions sociales de tous les Congolais et de toutes les Congolaises, sans exception. Ça, je vous le promets, et nous allons le faire. Le chef de l'État semble aussi satisfait des réformes cosmétiques qui, au bout de 17 ans de règne, n'ont pas fait de grandes différences dans le vécu quotidien de la population congolaise. À mon arrivée à Kinshasa, le dimanche 15 juillet 2018, j'ai été témoin oculaire des coupures d'électricité à l'aéroport international d'Indjili. Une dizaine de coupures en 3 heures, pendant que nous attendions nos bagages. C'est du jamais vu. Dans la ville-province de Kinshasa, ces coupures sont monnaie courante. Globalement, moins de 10% de la population congolaise a accès à l'électricité et à l'eau potable. Nous ne devons pas nous contenter de ces résultats médiocres. Le pays mérite mieux que ça. Et nous pouvons mieux faire. Nous qui avons l'amour du Congo et du peuple congolais et surtout la passion du développement de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que je propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC pour marquer la rupture avec la médiocrité et changer fondamentalement notre destin commun. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le président de la République a mis l'accent sur l'augmentation du nombre des étudiants inscrits dans les universités et instituts supérieurs. Mais il est resté muet sur la qualité de l'éducation dans notre pays, sous sa présidence. Aujourd'hui, la majorité de nos enfants sortent des écoles sans savoir ni lire ni écrire correctement. Beaucoup d'enfants sont incapables d'aller à l'université par manque de moyens financiers, en l'absence de toute assistance de l'État sous forme de bourses d'études. En tant que pays qui cherche à se développer, pour des raisons d'inclusion sociale, nous devons rétablir le système de bourses d'études pour les étudiants, qui m'avait permis à moi d'étudier pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je suis quoi aujourd'hui? Docteur en sciences économiques, économiste international, auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC et candidat président de la République démocratique du Congo. Je suis devenu tout cela grâce à la bourse d'études que m'avait donnée mon pays, la République démocratique du Congo. Nous devons faire la même chose pour tous les autres. Nous devons donner la bourse à tous les étudiants dans nos universités et instituts supérieurs. L'éducation en RDC a besoin d'être repensée et améliorée considérablement si nous voulons avoir une population de qualité capable d'accompagner le développement durable du pays. Et sur ce point, ce régime a échoué. Le pays a besoin d'une rupture avec le système de mauvaise gouvernance actuel. Il a besoin d'un changement profond. J'incarne cette rupture et ce changement. Et je m'engage à sécuriser tous les Congolais, y compris le président sortant lui-même, sa famille biologique et sa famille politique, les membres de l'opposition et de la société civile, mais tous les Congolais sur l'ensemble du territoire national, je vais les sécuriser et je vais les protéger. Je voudrais tourner la page et retourner la RDC à la paix et à la sécurité durable pour que nous puissions désormais nous concentrer, entrer dans une nouvelle phase de développement économique et social accéléré afin d'améliorer radicalement les conditions sociales de notre population. Au lieu de diviser, nous devons rassembler tous les Congolais afin de faire décoller notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, pour terminer, le président de la République a dit qu'il respectera la Constitution. Je voudrais saluer cette déclaration qui, dans l'entendement du peuple congolais et dans l'esprit même du législateur, veut dire qu'au bout de son deuxième et dernier mandat, qui a pris fin depuis le 19 décembre 2016, le président de la République
quittera le pouvoir paisiblement à l'issue des élections présidentielles du 23 décembre 2018. Je ne peux que lui dire au revoir, Monsieur le Président de la République. Vous avez fait votre temps et de votre mieux. Nous vous souhaitons une vie paisible et pleine de succès en tant qu'ancien chef de l'État. Avoir fait votre étude minutieuse du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, je vous en félicite d'ailleurs parce que ça n'arrive pas à tout le monde à le faire de cette manière aussi. Alors, je suis un peu préoccupé de savoir, pendant que vous échangez avec la presse présentement, il y a aussi des acteurs de la politique comme vous, qui sont de l'opposition, qui présentement sont à Notre-Dame de Fatima pour une déclaration pour laquelle je crois que vous discutez de la même matière. Alors, pourquoi ne pas vous joindre à eux, ou soit vous jouez à la Kabylie, et par après on va s'intéresser à vous, et vous allez un peu déséquilibrer les choses ou quoi. Mais également parce que vous n'êtes pas satisfait de la réaction du chef de l'État quant à un consensus à la machine à voter, mais vous êtes candidat président de la République. Vous irez aux élections avec cette machine ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Si nous allons dans ces élections en ordre dispersé, nous allons nous diviser les voix. Et comme la Constitution ne permet pas, la loi électorale ne permet pas un deuxième tour, ça veut dire que l'opposition sera perdante si on a donc un ordre dispersé. Donc j'ai appelé et j'appelle encore à tous les autres candidats de l'opposition pour que nous puissions nous retrouver le plus rapidement possible afin d'abord de convenir donc d'un programme commun et de désigner parmi nous la meilleure personne possible qui puisse incarner le changement, qui puisse représenter une alternative crédible par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Et en ce moment-là, qu'on aille aux élections avec un seul candidat qui nous représente tous, avec tous les autres faisant partie de l'équipe, pour que nous puissions maximiser les chances donc, de réussite. Donc, je suis dans la même logique que c'est que les autres ont dû appeler donc, sur cette question-là. Il s'est fait juste que je viens d'arriver. Je suis arrivé donc le dimanche dernier. On n'a pas encore eu le temps donc, de coordination de nos efforts sur le terrain. Donc, quand j'ai suivi le discours du chef de l'État, j'ai senti qu'il fallait réagir. Parce qu'il y a des choses qui m'ont choqué. Et il y a des choses sur lesquelles il faut que nous puissions apporter donc, des clarifications le plus rapidement possible. Mais rassurez-vous, d'ailleurs j'ai su qu'il y avait un autre groupe qui allait faire une déclaration en dernière minute. Eux-mêmes, ils ne savent, il y a beaucoup qui ne savent même pas que je suis encore donc à Kinshasa. Donc, dès que c'est possible, nous allons pouvoir nous retrouver tous ensemble et on va travailler tous ensemble parce que j'appelle à l'unité de l'opposition et je pense qu'ils appellent aussi pour la même chose. Maintenant, en ce qui concerne donc aller aux élections avec la machine ou pas, moi, je n'ai pas encore visité la CENI. D'ailleurs, j'ai rendez-vous à la CENI donc, dans quelques minutes. Donc, je vais passer là-bas. Je voudrais voir de mes propres yeux cette machine à voter. Je voudrais poser des questions à la CENI pour comprendre comment il fonctionne. Il y a beaucoup de préoccupations qui ont été soulevées. Donc, j'y vais avec, sans a priori, je vais dire. Je voudrais donner à la CENI la chance de m'expliquer ce que c'est cette machine-là. Qu'est-ce que ça renferme? Qu'est-ce que le Congo a gagné en allant dans une élection qui serait contestée par certains de nos compatriotes parce qu'ils ne veulent pas de la machine? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la mettre de côté? Qu'est-ce qu'on perdrait en mettant la machine à côté, en allant avec le vote manuel comme on l'a toujours fait donc avant? Mais aussi, qu'est-ce qu'on gagnerait en allant avec cette machine ici? Quel est le risque que nous prenons? Je voudrais me réserver de pouvoir émettre une opinion avant de pouvoir visiter la machine à voter et de parler avec les autorités de la CENI. Mais rassurez-vous, je suis déterminé à aller aux élections présidentielles le 23 décembre parce que ce pays a besoin de changement. Et je pense que j'incarne ce changement. Quelles que soient les conditions, nous allons en discuter avec les autres membres de l'opposition, mais quelles que soient les conditions, je serai candidat à l'élection présidentielle. On vous a tous entendu, messieurs, vous étiez très optimiste dans votre allocution. Et tout de suite là, vous venez de parler de l'union de l'opposition, monsieur. Mais avant ça, vous avez dit que vous incarnez le changement du pays. Quand vous irez voir les opposants, vous allez emmener ce discours qui vous met à la tête avec un candidat unique. Monsieur, s'il vous plaît. Avec un comme candidat unique de l'opposition, vous irez comment? Parce que là, vous êtes très optimiste, vous parlez de vous. Vous venez de dire que peu importe les conditions, vous serez candidat à la présidence. Or, on le sait très bien, la majorité a déjà préparé le front commun
pour le Congo. Et normalement, il doit représenter un seul candidat. Vous, à l'opposition, vous êtes encore éparpillés jusque-là. Et vous venez d'arriver. Comment comptez-vous, si vous n'étiez pas avec toute la frange opposante, gagner ces élections, alors que vous venez fraîchement d'ailleurs? Très bien. Donc, le fait que je vienne donc d'arriver n'exclut pas qu'il y a eu donc de discussions au moins préalables sur un plan purement et simplement amical avec telle ou telle autre personne. Donc, je viens ici avec un esprit ouvert. Je vais faire des démarches, j'en ai déjà commencé. Regardez, nous sommes aujourd'hui en train de tenir une conférence de presse dans un hôtel qui appartient donc à un membre de l'opposition. Donc, on a quand même des contacts donc avec des gens. Donc, mon objectif, c'est que nous puissions tous nous retrouver, que nous puissions objectivement analyser les critères d'abord de représentation de l'opposition. Quels sont les critères? Qu'on convienne sur ces critères-là, que ce soit sur le plan éducationnel, le plan expérience, le plan d'intégrité morale, sur le plan de vision, développement des projets de société, qu'on examine d'abord ces critères-là. Une fois qu'on a convenu de ces critères, nous allons examiner maintenant les différents candidats qui mettront sur la table leur projet de société et qui seront en mesure de le défendre. Et nous allons, en tant que communauté, en tant que Congolais, nous allons pouvoir décider pour choisir la meilleure personne possible qui puisse nous représenter. Donc ça, rassurez-vous, donc je suis ouvert donc dans cette démarche-là. Maintenant, pendant que je suis ici, je voudrais aussi qu'on reconnaisse une chose, c'est que le fait d'être candidat ne change pas le fait qu'on ait participé dans le passé à une certaine gestion du pays qui a donné des résultats que nous avons aujourd'hui ou pas. Moi qui vous parle, j'incarne le changement. Pourquoi? Je n'ai jamais participé à la gestion de ce pays. Jamais. Je suis parti d'ici en tant qu'étudiant. J'ai terminé mes études. J'ai passé une dizaine d'années dans les banques commerciales et d'investissement à New York. J'ai passé 28 ans à la Banque mondiale à Washington. Je n'ai jamais participé à la gestion du pays qui a donné des résultats que nous avons aujourd'hui, que nous déplorons tous. J'incarne le changement parce que je suis un homme nouveau. Maintenant, cela ne change en rien le fait que d'autres qui étaient ici et qui ont participé à la gestion, qu'ils puissent d'abord qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et quand on va le savoir, nous allons déterminer parmi nous qui est mieux placé pour représenter cette alternative par rapport donc au pouvoir en place. Donc je suis ouvert, mais n'oublions pas d'où nous venons chacun de nous. Moi qui vous parle, je n'ai jamais participé à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la prédation des ressources naturelles de la RDC, au massacre, aux rébellions meurtrières. Je n'ai jamais participé à toutes ces choses-là. Surtout, je n'ai jamais participé à la violation des droits humains dans mon pays. C'est pour ça que j'incarne le changement. Ma préoccupation, c'est par rapport à votre plan de Marshall. Je vous ai suivi, je vous suis régulièrement. Comment vous défendez votre plan à travers des conférences partout dans le monde. Mais ici, il y a des leaders politiques qui contestent votre plan Maréchal. Ils disent que c'est un plagiat. Vous avez triché ailleurs et c'est ce que vous voulez amener aux Congolais. Comment vous le répondez? C'est-à-dire contrairement aux chefs de guerre, contrairement à ceux qui ont fait des rébellions, contrairement à ceux qui ont évolué dans la mauvaise gouvernance, j'ai la particularité d'avoir passé 10 années en tant que banquier commercial et banquier d'investissement et d'avoir été banquier de développement pendant 28 ans. J'ai la particularité aussi d'avoir travaillé sur 85 pays différents, d'avoir aidé différents pays à concevoir des visions de développement et à les mettre en œuvre. Je connais ce travail-là, c'est ça que je fais pour vivre. Je peux vous inviter à voir mon livre, La force du changement, qui est préfacé par l'ancien président du Sénégal, Abdoul Diouf, qui m'a connu pendant qu'il était président et qui atteste dans ce livre-là que grâce à moi, le Sénégal est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et que si je venais au Congo, je mettais en œuvre même une portion simplement de ma vision, de mon plan de développement en RDC, ce pays sera fondamentalement transformé. Je vous invite aussi, mesdames et messieurs, à aller visiter un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, les îles du Cap-Vert, sur la côte ouest du Sénégal. Ce petit pays, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, avait un PIB par habitant de $170. 20 ans plus tard, grâce à mes efforts, combinés avec le travail donc avec le gouvernement, avec le secteur privé, avec tous les partenaires au développement, aujourd'hui, le Cap-Vert a un PIB par habitant de $4 400, $4 500. 20 fois plus que le PIB de la RDC. C'est un cas de succès sur le continent africain. C'est cette expérience-là qui m'a permis de concevoir un plan original de développement pour la RDC. Je n'ai plagié personne et je mets tout le monde donc je le mets à défi.
à défi. Donc je n'ai plagié personne, bien au contraire. C'est d'autres personnes qui viennent plagier chez moi. Je les encourage à pouvoir s'inspirer de ma vision de développement et à simplement donc à mentionner qu'ils s'inspirent de la vision de développement de Noël Tchani Mwadian Vita. C'est tout à fait normal. Nous avons conçu cette vision-là pour développer la RDC et je voudrais qu'il y ait le plus grand nombre possible de mes compatriotes qui s'en inspirent. Soyons juste honnêtes de reconnaître d'où vient la source. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il n'y a plus donc de questions de plagiat. Le président, c'est Yannick Biwan. Yannick Mouyamba, Biwan Télévision. Pour moi, c'est particulièrement les questions économiques parce que je pense que la situation économique est catastrophique. Aujourd'hui, la capacité démographique est avoisinée à 80 millions d'habitants. La demande en termes de population qui ont besoin d'emploi, c'est au-delà de 70%. Donc, plus de 40 millions de personnes qui ont besoin d'emploi. Est-ce que vous mesurez la portée énorme de la responsabilité qui vous attend une fois que vous êtes aux affaires? Est-ce que vous serez en mesure de mettre en place votre plan Marshall pour créer de millions d'emplois? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de grands projets d'industrialisation pour créer des millions d'emplois, au-delà même de 3 à 4 millions. Est-ce que vous mesurez la portée énorme de la responsabilité qui vous attend? Quand je vois donc cette tâche-là, mais je vais vous dire une chose, moi je crois dans la capacité du peuple congolais de pouvoir se ressaisir. Je crois que 87 millions de Congolais que nous sommes, c'est une force que nous devons mobiliser pour le développement du pays. Et j'ai fait le tour, j'ai présenté ce plan Marshall non pas simplement aux Congolais ici, aux Congolais dans la diaspora, mais j'ai présenté aussi à d'autres partenaires, des Chinois, des Japonais, des Français, des Anglais, des Canadiens. J'ai présenté ce plan partout. À la fin de la journée, j'ai trouvé une chose, c'est que d'abord à commencer par les expatriés, ils croient fermement que cette vision de développement-là, elle est originale, elle est unique, et c'est ça qu'il faut pour la RDC. Je viens de rentrer du Japon et de la Chine. Les gens étaient immobilisés pendant 4 heures à me suivre. Et à la fin de la journée, ils m'ont dit, si vous êtes président de la République, nous sommes prêts à venir vous aider à mettre en œuvre cette vision. Vous avez mentionné donc le volet industrialisation. Il y a d'autres volets avant ça. Par exemple, le volet construction des infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre. Nous avons un pays de 2 342 000 km² subdivisé en 26 provinces, n'est-ce pas? Les Congolais naissent dans une province, ils sont incapables d'aller visiter une province à côté par manque de routes, par manque de chemins de fer, par manque d'aéroports, par manque... Donc, les infrastructures de base n'existent pas. Aujourd'hui, nous devons repenser cette carte. Dans le cas donc de mon plan, je propose donc une carte pour la construction des infrastructures de base qui appelle quoi? Qui appelle à la construction donc des routes, des autoroutes, des chemins de fer pour pouvoir désenclaver tout le pays et relier toutes les provinces. Tout cela, ce sont ce que j'appelle donc des infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre parce que ça va nécessiter le recrutement des Congolais qui vont travailler pour la construction de ces infrastructures-là. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, nous allons créer à travers le pays 240 villes modernes. Dans le cas donc de notre plan, nous n'avons jamais eu cette vision-là. 240 villes modernes, c'est-à-dire dans toutes les provinces, on va sélectionner donc quelques centres urbains à transformer en villes modernes. Et une ville moderne va comprendre quoi? Les centres administratifs, des objets, enfin, des endroits de loisirs, récréationnels. Ça va comprendre des hôpitaux, des écoles primaires, secondaires, universitaires. Ça va comprendre des logements et bien sûr donc des étendues de terres pour faire donc l'agriculture, l'élevage, la pêche et consorts, pour pouvoir créer des conditions pour le développement du secteur privé. En ayant cette vision de développement, mon cher ami, je vous assure que nous allons créer tout plein d'emplois pour absorber non pas simplement tous les Congolais que nous avons aujourd'hui, qui sont donc la population active. Nous allons même avoir besoin d'importer donc des gens qui viendront des pays limitrophes, pourquoi pas donc d'autres pays africains. Au-delà de ça, nous allons lancer ce grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo. En quoi ça consiste? Nous sommes un réservoir des matières premières. Nous en avons 1100 minéraux métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. Mais la caractéristique de notre économie jusqu'à présent, c'est qu'on les extrait du sous-sol, ces matières premières, on les envoie à l'extérieur, à l'état brut, on transfère les emplois à l'extérieur, parce que c'est à l'extérieur qu'on va les raffiner, et nous conservons quoi au Congo? Le chômage. Je vais inverser ça. Je voudrais que nous ayons une politique consciencieuse de transformation de nos minéraux et métaux précieux en produits semi-finis, produits finis à l'intérieur du Congo. Et en le faisant, nous allons créer des emplois pour les Congolais, ajouter de la valeur à la production nationale, soutenir la valeur de notre monnaie. C'est comme ça que notre pays va se développer. Je voudrais vous donner un exemple.
Vous tous, aujourd'hui, nous tous, nous dépendons de ce qu'on appelle les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les iPads. Vous savez d'où ça vient? Ça vient du coltan. Le coltan, nous contrôlons 70% de la production mondiale du coltan. Mais nous n'avons pas eu une vision pour l'instant de pouvoir transformer ce coltan afin de produire au Congo ce que j'appelle un iPhone congolais ou un iPad congolais ou un ordinateur congolais. J'ai visité à Raleigh, en Caroline du Nord, une entreprise qui fabrique ces choses-là. Je leur ai demandé que faut-il faire pour vous attirer chez moi, pour que vous puissiez avoir le coltan à la source, le transformer par différentes étapes, bien sûr, pour qu'on puisse avoir un iPhone congolais. Ils m'ont dit ceci: vous avez besoin de nous montrer les conditions de paix et de sécurité dans votre pays, de nous montrer que vous avez un leadership visionnaire, qui a un projet de société qui peut le défendre comme je le fais là, et de nous montrer qu'on a des ressources humaines qu'on peut utiliser donc localement. Si elles ne sont pas prêtes pour être utilisées immédiatement, nous allons les former, parce qu'on va faire venir des experts, des gens qui sont déjà entraînés, qui font ce travail-là à l'extérieur. Si on le fait, en l'espace donc de 2 ans, nous sommes capables de produire un iPhone congolais, un iPad congolais. C'est ça qui va créer des emplois. Au-delà de ça aussi, messieurs, je voudrais vous dire une chose. Avec toutes les ressources naturelles que nous avons, si nous mettons en place un bon environnement des affaires, on combat la corruption, on enlève la bureaucratie et on simplifie donc le système fiscal, on donne des incitations au secteur privé, il n'y aura pas une entreprise, les entreprises mafieuses qui viennent actuellement là, mais on aura toutes les grandes entreprises du monde entier qui voudront venir faire des affaires au Congo. Et ça, moi, je vais vous dire une chose. Je suis spécialiste aussi du développement du secteur privé, parce que je l'ai fait dans plusieurs pays. Nous allons attirer le plus d'entreprises possible de l'extérieur pour faire donc de la RDC l'une des meilleures destinations des investissements, non pas simplement en Afrique, mais dans le monde. Voilà l'idée, quelques idées de comment nous allons pouvoir créer des emplois pour les Congolais. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo et le vaillant peuple congolais. Je vous remercie.